une arrivée en fin de matinée à Potosí. La ville de Potosí a été fondée en 1545 après la découverte de filons d'argent dans le Cerro Rico, le mont Riche qui domine la ville de ses 4800 mètres d'altitude. Déjà exploité par les peuples précolombiens, les Espagnols firent de l'extraction de l'argent une véritable industrie qui permit de remplir pendant des siècles les caisses de l'Empire. Plus de 30 000 tonnes d'argent furent extraites ici pour être envoyées directement en Europe. L'exploitation de l'argent a coûté la vie à 8 millions d'Indiens qui sont morts au fond des galeries de la montagne. La vieille ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous déambulons dans les rues piétonnes. Les maisons coloniales aux couleurs vives, quelquefois surmontées de balcons en bois vitrés de type sévillan, et les portes cochères aux entourages de pierres finement sculptées montrent un riche passé. Il faut savoir que Potosí était au XVIIe siècle une cité plus peuplée et plus prospère que Paris ou Londres. Les Espagnols ont construit ici plus de 85 églises. En plein centre-ville, la cathédrale, construite dans le plus pur style baroque, est magnifiquement conservée. La mine d'argent de Potosí a fait la richesse de l'Espagne et celle des autres pays européens également, auprès desquels l'Espagne achètera quantité de produits manufacturés et s'endettera pour finir ruinée. Cet afflux colossal de richesses en Europe est tel qu'il est considéré comme un catalyseur du développement capitaliste commercial européen. L'expression « Vale un Potosí » est utilisée depuis Cervantes en Espagne pour évoquer une chose hors de prix. En France, l'expression « ce n'est pas le Pérou » y trouve aussi son origine. Potosí faisant alors partie du royaume de l'Alto Pérou. La population de la ville est très largement métissée. Quechua, Indiens andins et descendants espagnols constituent une foule aux costumes multicolores. De nombreux petits commerces de rue animent la ville. On y trouve, dans un apparent désordre, des produits frais, des friandises en petits stands, ici une vente de bonbons à la coca, et cette étonnante pâtisserie aux gâteaux aux couleurs pour le moins étranges. En poussant la porte du couvent Santa Teresa, nous faisons un bond dans le passé. En effet, ici, au XVIIe siècle, les familles riches de Potosí amenaient leurs filles cadettes afin qu'elles entrent dans les ordres. Pour cela, la famille devait verser une dot qui équivalait à 100 000 $ de nos jours. Ces jeunes filles, âgées de 12 ans à peine, ne sortiront plus jamais du monastère. Même la mort, une fois venue, elles seront enterrées à l'intérieur du bâtiment, dans une espèce de fosse commune, sous le plancher d'une salle. Aucun contact visuel n'était autorisé avec les proches qui venaient déposer des cadeaux. Tout ce qui était autorisé, c'était une conversation de part et d'autre d'un mur.
Potosí, on loupe aucune occasion de faire la fête. Aujourd'hui, célébration en l'honneur de la Vierge Marie. On a fait un repas bien arrosé. Procession de véhicules décorés maison. On laisse une petite fenêtre au conducteur afin qu'il n'écrase personne. Nous allons maintenant visiter la mine d'argent de Potosí. L'exploitation d'argent sur le Cerro Rico n'est plus aussi rentable qu'avant, car depuis le 19e siècle, les filons se sont épuisés et de nos jours on extrait surtout le minerai d'étain et de zinc. Ah, les mineurs, vous allez rester à travailler ici? Ne partez pas. Après nous avoir équipés d'un casque et d'une lanterne, nous passons au marché des mineurs. On y trouve tout ce qui peut servir dans la mine. Dynamite, mèches, détonateurs, cigarettes, feuilles de coca et alcool. 8 heures de coca. 1 kilo la journée. Oui. 1 kilo de coca. Vous voyez? C'est bon, c'est la coca, ça. En plus avec son sac. Tu parles des vacances. Les mineurs sont organisés en coopérative. Ils commencent à travailler parfois à l'âge de 14 ans, poussant à main nue des wagons de 2 tonnes dans des conditions de travail dignes du Moyen-Âge, ce qui explique que l'espérance de vie d'un mineur est de 35 ans. Beaucoup souffrent de maladies respiratoires tant la poussière est présente dans la mine. De plus, les accidents sont nombreux. La manipulation de la dynamite cause régulièrement des morts. Les mineurs consomment à longueur de journée des feuilles de coca pour tenir sous terre sans manger. Nous pénétrons maintenant à l'intérieur des galeries.
L'air devient vite irrespirable, l'atmosphère est oppressante, tout cela est dû au manque d'oxygène, à l'altitude et à la température. Ici, les mineurs sont très superstitieux. Ils croient en plusieurs dieux, et notamment au diable, El Tío comme ils l'appellent, à qui ils vouent un culte très particulier au moment de rentrer pour travailler. Bueno, lo que dice, ¿no? Si el tío se fuma todo el cigarro, se cumplen los deseos que el minero le está pidiendo. Regarde les yeux, quand tu montres les veines des minéraux. Al pecho para la fuerza, la fortaleza. Les pectoraux pour la force, fortaleza. La fertilidad al pene. Le sexe. Sí. A la madre tierra para que se deje fertilizar. Y salud. Oui, oui, souvent. Le lendemain matin, départ pour Sucre. Sucre est situé normalement à 2 heures de Potosí. Mais une manifestation de mineurs barre la route. Ici, les barrages peuvent durer plusieurs jours. Et les forces de l'ordre ne se risquent pas à un affrontement avec les manifestants. N'oublions pas qu'ici, la dynamite est en vente libre. Heureusement, notre chauffeur connaît un autre chemin, qui évite le barrage, mais au prix de 6 heures de piste en terre battue. Cela nous permettra de découvrir une Bolivie rurale, au paysage très authentique. En fin de journée, nous arrivons enfin à proximité de Sucre. Il souffle un vent chaud qui secoue les jacarandas en fleurs. Il faut dire que nous avons quitté l'altiplano bolivien et perdu près de 2000 mètres d'altitude. Le pont suspendu de Chuquisaca marque l'arrivée sur Sucre. Ouf, quelle journée! Après une nuit réparatrice, réveil matinal pour une visite de Sucre. Sucre fut fondée par les Espagnols dans la première moitié du XVIe siècle. C'est la capitale constitutionnelle de la Bolivie. Elle abrite le siège de la Cour suprême. Avec ses grands murs blancs, sa douceur de vivre, cette ville porte bien son nom. L'architecture y est jolie, très coloniale, avec une touche bolivienne. On parle ici du baroque hispano-bolivien. Sucre est aussi le berceau de l'indépendance du pays. En effet, c'est dans ce bâtiment dit Casa de la Libertad que fut signée la déclaration d'indépendance en 1825. Voici la cour du couvent San-Philippe de Néry. Le parc Bolivar est situé en face de l'imposant bâtiment de la Cour suprême de justice. Au centre de celui-ci, on découvre une mini tour Eiffel, construite par le célèbre architecte français. Le Mercado Central est un sympathique marché qui se trouve près de la Grande Place. De nombreux Indiens de la région viennent ici vendre leurs produits. C'est aussi une occasion d'admirer de beaux étalages de légumes inconnus de nos marchés européens, comme ces patates péruviennes, ancêtres de nos pommes de terre, et ces mangues à la taille d'un ballon de basket.
début d'après-midi, direction l'aéroport de Sucre pour un vol à destination de La Paz. L'aéroport de Sucre a le charme des aéroports des années 70 en France, avec une terrasse pour observer les avions et un embarquement à pied comme des grands. En vol, nous remarquons une surprenante disparité de paysages. Le côté ouest est complètement aride, seules quelques lagunes ponctuent le relief qui s'élève légèrement, tandis qu'à l'est, c'est la Cordillère Royale avec sa succession de sommets de plus de 6000 mètres. Malgré sa proximité de l'équateur, la Cordillère Royale est largement couverte de glaciers. Cela est dû à l'Amazonie voisine qui lui envoie des masses d'air chargées d'humidité. Notre atterrissage est un peu mouvementé car l'aéroport de La Paz se situe sur la partie haute de la ville, à quelques 4100 mètres. À cette altitude, un avion perd la moitié de ses capacités de vol à cause de la faible densité de l'air. C'est sous ce sommet de 6400 mètres, le Nevado Illimani, que nous découvrons La Paz, la capitale la plus haute du monde. Construite dans un canyon, son altitude varie de 3300 à 4100 mètres d'altitude. Avec ses 2 millions d'âmes, l'expansion de la ville a contraint les habitants à accrocher leurs maisons au flanc de la montagne. Après un court passage en ville, nous prenons possession de notre hôtel 3 étoiles avec une vue des plus sympathiques. En début d'après-midi, départ pour la vallée de la Lune, située à une quinzaine de kilomètres du centre de La Paz. La vallée de la Lune est connue pour ses formations rocheuses érodées par le vent et la pluie, qui forment un véritable ensemble de cratères, de fosses et de colonnes sculptées. Il donne aux visiteurs l'impression d'avoir découvert un nouveau monde. Même si l'endroit manque un peu d'authenticité, l'ambiance est bon enfant et on aura même droit à un Inca qui nous jouera un petit air de flûte. Duélete de mis dolencias. Duélete de mis dolencias si algún día me has querido. Cette magnifique fleur, c'est la cantuta, symbole du drapeau bolivien. Retour en ville. Ce portail Inca marque le meilleur point de vue de La Paz, le mirador Quiliquili, ainsi nommé du nom d'un petit oiseau de proie très commun dans la région. D'ici, on se rend mieux compte de la taille de la capitale et de son relief, et de la différence d'altitude entre la ville basse et la ville haute. Après une descente impressionnante, nous prenons contact avec la circulation et la pollution, un vrai fléau ici à La Paz. D'ailleurs, une brigade spécialisée, les zèbres de La Paz, aide les piétons et les conducteurs à respecter les usages de la route. À mon avis, c'est pas un boulot de tout repos. Fin de journée, passage par la place Murillo, où se trouvent les principaux bâtiments officiels de la ville, dont la cathédrale, le palais présidentiel
et la rue des Sorcières, ainsi nommée car on peut s'y procurer nombre de potions de la médecine et de la sorcellerie traditionnelle. La fin de journée, un repas au sommet de l'hôtel avec vue sur la ville et hop, au lit.